Bonjour. Bonjour à tous. Alors déjà, je dis un mot rapide, là, je représente M. Bellich qui n'était pas là aujourd'hui. C'est génial que vous soyez aussi nombreux, c'est vraiment... je suis super contente, voilà. Je voulais juste le dire parce que c'est vraiment important et c'est chouette. Et merci beaucoup à Vedran de venir, parce qu'à 3 jours des élections dimanche, vous devez avoir un agenda chargé. Et c'est vraiment gentil de venir pour expliquer, pour redire pourquoi l'Europe c'est important et pourquoi il faut aller voter dimanche. Donc je vous laisse la parole. Je crois que les étudiants ont préparé plein de questions pour mieux comprendre justement qu'est-ce que ça veut dire l'Union européenne, pourquoi c'est important. Donc je vous laisse la parole et merci à Coptrotter, l'association qui a organisé cette venue. C'est super, bravo. Je veux dire pareil, déjà on vous remercie d'être ici, on trouve ça important, c'est un peu notre but avec Coptrotter de vouloir repolitiser la jeunesse. On ne peut pas avoir des combats et ne pas voter aux élections européennes, donc on vous invite tous à aller voter dimanche, ou faire des procurations si vous ne pouvez pas y aller. On n'habite pas tous chez nos parents ici et sûrement vous êtes encore domiciliés là-bas. Donc faites vos procurations si vous ne pouvez pas aller voter, mais c'est important d'aller voter. Donc cet espace c'est surtout un espace d'échange, de discussion, pour comprendre comment marche l'Europe si vous savez, l'Union européenne si vous ne savez pas comment ça marche, et puis même quel est le rôle d'un député européen. Donc merci beaucoup d'être ici. Et si vous avez des questions sur tous les sujets en général, n'hésitez pas à les poser, c'est fait pour ça. Si ça peut vous aider à mieux comprendre et à aller voter, c'est le point positif. Voilà, merci beaucoup. Dans un premier temps, si vous pouvez vous décrire votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené à faire de la politique, à être élu eurodéputé, et puis voilà, dans un premier temps. Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse d'être avec vous ce matin et merci à vous pour l'organisation, un peu au pied levé, j'avoue, mais vraiment très heureuse de pouvoir échanger avec vous. Effectivement, je pense que vous aurez sûrement des questions d'un ordre plus politique, mais ce que je vous propose, et je pense que c'est important, et c'était votre objectif aussi, c'est dans un premier lieu, dans un premier temps, vraiment échanger sur la réalité du Parlement européen sans un objectif politisé et politique. Si vous avez des questions sur plus particulièrement après, parce que nous on défend ce qu'on ne défend pas, les rapports de force, avec grand plaisir pour y répondre bien évidemment, mais d'avoir plutôt une présentation générale et générique, on va dire, sur effectivement comment les choses se passent au Parlement européen. Juste 2 secondes, Marie-Claire. Vas-y. C'est rediffusé dans 4 campus. D'accord. 3 campus. Et donc c'est enregistré. D'accord. Mais après, on ne va pas forcément l'utiliser, mais on l'a enregistré. Ok, Ouais. ça marche. En même temps, si je dis des choses devant vous, je dirais les mêmes choses. Voilà. Accessoirement. Donc, je m'appelle Marie-Pierre Vedren, je suis devenue députée européenne en 2019. Avant, j'étais directrice de la Maison de l'Europe de Rennes. J'ai souvent pour l'habitude de dire que rien ne me prédestinait à devenir députée européenne. Je ne pensais pas, justement, un jour devenir responsable politique. Mais pour autant, un engagement européen ancien, ancré. J'ai le défaut de ne pas être bretonne. Je suis née à Limoges et j'ai grandi à côté de Doradour-sur-Glane. Et quand j'avais votre âge, ou même avant, forcément, tous les ans, quand vous êtes au collège, au lycée, vous allez à Oradour-sur-Glane et c'est là où vous comprenez aussi l'histoire passée, vous n'avez pas envie que ces choses se reproduisent. Et finalement, mon engagement européen, il est né de lieux qui m'ont toujours ramené à la paix, à la liberté, et de rencontres de femmes et d'hommes qui se sont engagés pour la paix et la liberté. Et tout ça m'a toujours ramené finalement à l'Union européenne. Donc un sentiment de conviction de ce qu'est l'Union européenne, à savoir un espace de paix et de liberté, pour autant sans savoir comment les choses fonctionnaient. Et c'est progressivement, quand j'ai commencé à faire mes études de droit, que là j'ai commencé à aussi un peu plus m'interroger sur comment les choses fonctionnaient, comment faire en sorte de faire évoluer cet espace politique qui, pour moi, est effectivement essentiel, capital, mais je pense qu'il a besoin d'être réformé pour autant. Si je pensais que tout était parfait, je ne me serais pas engagée, je serais restée chez moi avec mon mari et ma fille, et j'aurais une vie un peu plus calme, on va dire.
Et donc en 2019, ma vie change totalement en devenant la numéro 3 de la liste de la majorité présidentielle. Et donc en découvrant cette institution européenne qui est le Parlement européen de l'intérieur, qui ne fonctionne pas du tout comme ce que vous pouvez voir, notamment au niveau français. Le Parlement européen, c'est la maison du compromis. C'est pas la maison de la compromission et ni de l'absence de débat politique pour autant. On a souvent le sentiment, parce qu'il y aurait des compromis, il n'y a pas de bataille politique et il n'y a pas de débat. C'est l'exact inverse. Il y a des vrais débats politiques, déjà entre groupes politiques, où on n'a pas nécessairement les mêmes visions, mais aussi entre nationalités. Parce qu'entre un Français de la droite, un écologiste allemand, un socialiste croate, vous n'avez pas les mêmes histoires, vous n'avez pas la même langue, vous n'avez pas la même géographie, vous n'avez pas les mêmes voisins et vous n'avez pas les mêmes intérêts. Mais notre sujet, c'est quand on se retrouve au Parlement européen, comment on va, tous ensemble, malgré ces différences, trouver des réponses à des textes sur lesquels on doit travailler pour porter des ambitions politiques. Quand on est arrivé au Parlement européen en 2019, dans le passé, on avait plutôt une institution qui était dominée par deux groupes politiques. Le Parti populaire européen, donc la droite, et les sociodémocrates, les socialistes. 2019, changement, le groupe dans lequel je siège, le groupe Renew, devient le troisième groupe du Parlement européen et c'est donc à ces trois groupes que nous pouvons constituer des majorités. On arrive en 2019, un des principaux sujets de préoccupation, c'est la question du changement climatique, qui a été au cœur de la campagne de 2019 et qui a irrigué tout notre mandat. Autre sujet, c'était le Brexit. Alors, on avait au début du mandat, on avait nos collègues britanniques avec nous. Pour le coup, eux, ils étaient à raison. Dans des Britanniques mono-sujets, c'était le Brexit, le Brexit, le Brexit, le Brexit. Avec des collègues qui, moi, dans mon groupe, étaient pour rester dans l'Union européenne, alors que dans d'autres groupes, ils étaient pour la sortie. Donc le début du mandat était très focalisé sur comment on va gérer le Brexit, est-ce que oui ou non il va réellement avoir Brexit, etc. La question du changement climatique, et donc dans notre contrat de coalition entre ces trois groupes majoritaires, Parti populaire européen, sociodémocrate, Renew, on se fixe l'objectif de neutralité carbone. Ensuite, le mandat a été confronté d'abord au choc du Covid, bien évidemment, à la pandémie. Donc nous aussi, comme dans vous, votre vie, il y a eu les confinements et tout ça. Dans l'organisation du Parlement européen, là aussi, le Covid a eu un impact. Je ne parle même pas en termes politique publique, je parle vraiment en termes institutionnels et organisation. Parce que le Parlement européen est un lieu d'influence, vu que personne n'a la majorité, aucun groupe, aucune nationalité, d'influence très horizontale. Vous faites votre place au Parlement européen parce que vous êtes présent, parce que vous êtes crédible et parce que vous allez bosser. Et c'est comme ça que vous allez aller chercher vos autres collègues dans les majorités. Et donc, c'est une relation finalement aussi humaine qui se tisse. Et donc, quand vous avez presque 45% de nouveaux et que très vite, vous n'êtes plus tous ensemble du fait du Covid, et il manque aussi cette relation humaine qui fait que derrière, vous pouvez quand même embarquer des collègues. Donc ça, c'est quelque chose qui est très présent au Parlement européen, contrairement peut-être à d'autres institutions. Et qui est aussi, moi, ce qui m'a frappé au Parlement européen, j'avais pas d'autres mandats avant, donc je n'ai pas nécessairement beaucoup de comparaisons par rapport aux autres institutions, mais c'est pas parce que vous avez eu un parcours politique avant, c'est pas parce que vous avez été ministre avant, parce qu'il y a un pléthore de ministres de tous les États membres qui sont au Parlement européen, d'anciens ministres, premiers ministres, etc., que vous allez être plus influents les uns que les autres. C'est vraiment votre présence et votre crédibilité et votre relation avec les autres qui va faire votre influence. C'est pas votre parcours passé, et c'est clairement pas la présence sur les plateaux télé qui fait votre influence. Pour faire un candidat français. C'est vraiment pas la présence. Voilà. Ça, c'est l'influence au Parlement européen. Elle se joue en commission. Elle se joue pas dans l'hémicycle quand on est tous ensemble. Elle se joue les relations dans les couloirs quand vous croisez vos collègues et dans les commissions. Parce que les sessions plénières, on se retrouve une fois par mois à Strasbourg pour les sessions plénières là où on vote. En fait, c'est la fin du parcours. Tout le travail de création de la loi est fait avant dans votre groupe politique et dans vos commissions. Donc Covid, donc avec un impact, donc comme je le disais, sur l'organisation du Parlement européen et ou à la nécessité pour l'Union européenne d'être à la hauteur de cette pandémie, à la fois sur le plan sanitaire, et donc là, on voit au début du Covid que finalement l'absence de coordination de l'Union européenne, c'est ça qui nuit au début. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez les premières images où
sur des tarmacs qu'on a entre les Italiens, les Allemands, les Français, les bagarres pour récupérer les masques, et où progressivement, là, nous, Parlement, à peu près tout le monde sur tous les bancs politiques, mais aussi les chefs d'État et de gouvernement qui commencent à dire, et là, c'est pas possible, il va vraiment falloir, même si la compétence santé n'est pas une compétence de l'Union européenne, qu'on se coordonne et qu'on travaille ensemble pour répondre à la pandémie, parce que face à une pandémie, si on n'est pas coordonné, ça ne marchera pas. Donc une vraie coordination qui se met en place, de vraies avancées, à la fois sur, par exemple, la gestion des patients, les transferts. En Bretagne, on a accueilli des patients allemands, etc. Donc les choses avancent très très vite. Bien sûr, après, avec les vaccins, et après, d'un point de vue économique et social, avec l'adoption du plan de relance. Là aussi, quand on parle du plan de relance, maintenant, on a l'impression que c'est une évidence, il fallait le faire, et que c'était facile. C'était vraiment pas facile et vraiment pas gagné. Je me souviens les discussions au sein de notre groupe politique, avec notamment les Allemands, les Danois, ce qu'on appelle un peu les frugaux, les Nordiques, ils n'en voulaient pas du plan de relance. Ils estimaient que ce n'était pas l'Union européenne. C'était à chaque État un peu de se débrouiller. L'endettement commun était quelque chose qui, pour une grande partie des États membres, était complètement pas au cœur de leur ADN, alors que nous, beaucoup de Français, on a toujours dit, quels que soient les bancs politiques, on a dit non, le bon échelon, c'est l'échelle de l'Union européenne pour répondre à des enjeux fondamentaux, là, en l'occurrence, le choc du Covid. Donc on y arrive. Et puis après, on se dit, là, on a affronté de nombreux chocs, on va reprendre nos engagements, tout, puis déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc là aussi, l'Union européenne a été à la hauteur, poussée souvent par le Parlement européen. Par exemple, c'est le Parlement européen qui, dès le début, dit qu'il va falloir faire en sorte que l'Ukraine ait le statut de pays candidat à l'adhésion de l'Union européenne. Parce qu'il y avait bien sûr la nécessité de soutenir l'Ukraine, et c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on continue de faire d'un point de vue humanitaire, d'un point de vue économique, d'un point de vue militaire, mais aussi d'un point de vue symbole politique. Parce qu'il y a la guerre sur le front, il y a la guerre aussi informationnelle et la bataille des narratifs en quelque sorte. Il y a aussi ça. D'où le fait que le Parlement européen pousse dans cette logique-là. Et donc c'est effectivement le cas. L'Ukraine a le statut de pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Donc là, voilà, côté Union européenne, on est encore et on a été unis face à l'agression par Poutine de l'Ukraine. Je reviens sur ce que je vous ai dit sur la question du changement climatique et sur deux enjeux particuliers qui sont au cœur de cette campagne et qui sont notamment très instrumentalisés, le pacte vert et le pacte asile-immigration. Donc le pacte vert, quand on arrive au Parlement européen, il y a une adéquate, dans cette... Jérémy, mon collaborateur. Un de mes collaborateurs. Donc quand on arrive, il y a vraiment cette volonté commune, ces différents groupes politiques de la coalition, avec les Verts aussi qui ne font pas partie de la coalition de von der Leyen, mais avec qui on travaille, de se dire, bon, changement climatique, neutralité carbone, il faut qu'on vote l'objectif commun de neutralité carbone, et puis après on décline dans les politiques publiques. Donc le pacte vert, c'est près de 70 textes sur les questions de mobilité, sur les questions sociales, sur les questions agricoles, sur beaucoup de sujets qui visent à atteindre l'objectif. Et déjà, il fallait se mettre d'abord d'accord sur le cap et sur les étapes à fournir, ce qui n'était pas gagné. Donc vous le voyez, pendant cette campagne, on s'envoie des tacles les uns les autres. Oui, toi, tu ne l'as pas voté. Oui, parce que tu pensais que c'était pas ambitieux. Oui, mais toi, non. Mais en tout cas, volonté commune. Un des textes qui est un symbole du pacte vert et qui est beaucoup instrumentalisé dans le cadre de cette campagne, c'est notamment la fin des voitures thermiques à horizon 2035, où vous voyez bien tous les débats. Donc notre sujet à nous, c'est de dire comme beaucoup, il faut continuer sur la question du pacte vert. La bataille de la lutte contre le dérèglement climatique, elle doit être gagnée. Et beaucoup jouent sur l'Union européenne a été beaucoup trop loin. Et finalement, ils jouent sur l'acceptabilité des différentes mesures et des différentes politiques publiques qui ont été mises en place auprès de l'opinion. C'est un peu ça les débats auxquels on est confronté pendant cette campagne. Pendant ce mandat, donc avec tous ces textes, mécanismes carbone, fonds social climat, voitures thermiques, réforme de la politique agricole commune, tout ça, on a beaucoup donc régulé. Parce que l'Union européenne, c'est un pouvoir, c'est une institution normative.
son plus grand poids, c'est justement d'être une institution normative, et c'est par la norme aussi qu'elle tisse sa toile, entre guillemets, sur la scène internationale, où ces normes, l'objectif de l'Union européenne, c'est de faire en sorte aussi que ces normes à elles deviennent des normes internationales. C'est un rôle aussi de leadership sur la question climatique. Et tout le monde nous dit, oui, mais alors nous, Européens, on n'est pas les plus gros émetteurs, donc on a plutôt intérêt d'abord à ce que ce soit la Chine ou les États-Unis qui réduisent, puis bon, nous, on ne va pas flinguer notre compétitivité. C'est un peu ça aussi le discours qui est conduit par certains. Donc nous, on dit non, il fallait réguler, il fallait fixer ce cadre-là. Donc maintenant, il va falloir le mettre en place, il va falloir le mettre en œuvre. Une loi, ça n'a pas vocation, les textes qu'on adopte à Bruxelles et à Strasbourg, ils n'ont pas vocation à rester dans un tiroir. Ils ont vraiment l'objectif de transformer les choses dans les territoires et répondre aux enjeux qui nous sont remontés à la fois par les acteurs économiques, à la fois par les citoyens, etc. D'où notre problématique principale, c'est comment, derrière, on va mettre en œuvre cet objectif-là et comment on tient notre promesse à la fois de durabilité, à la fois, par contre, de souveraineté, notamment sur les questions énergétiques. Parce que si on veut sortir des énergies fossiles, très bien, tout le monde à peu près dit OK. Sauf que concrètement, comment on sort des énergies fossiles, comment on met des actions à la fois sur le développement des énergies renouvelables, à la fois sur le nucléaire, mais là il y a des batailles aussi sur le nucléaire, etc. Il y a tous ces enjeux-là, mais derrière, de financement aussi. C'est-à-dire réguler, c'est une chose, mais comment vous recréez des entreprises qui soient plus durables sur le territoire, les emplois. Donc c'est tout l'enjeu de cette future mandature 2024-2029. Et donc aussi, deuxième sujet qui est bien évidemment aussi instrumentalisé beaucoup dans cette campagne, c'est le pacte asile-immigration. Vous le voyez, le gros risque aussi de cette élection européenne, vous l'entendez, cette élection elle est historique, et c'est vrai, cette élection elle est historique parce qu'elle allie ces grands enjeux internationaux avec des situations internationales très complexes, mais aussi à la fois avec des enjeux vraiment du quotidien. Quand on parle de mobilité, voilà, ok, là on est à Rennes, mais quand vous êtes en centre-Bretagne et que vous avez 30 km à faire à la fois pour aller dans vos emplois ou gérer les enfants et le sport des enfants, etc. Bon, il y a des enjeux de la réalité quotidienne, ou les factures d'énergie, ou votre alimentation, c'est du quotidien, quoi, c'est la vie quotidienne. Donc cette élection, elle allie ces deux grands enjeux-là, quotidien et international. Et le risque auquel nous sommes confrontés, c'est la montée des populistes et la mise en place d'une certaine minorité de blocage au Parlement européen qui fera que vous aurez une recomposition de la partie extrême droite et droite qui feront qu'on aura du mal à avoir des majorités réformistes et progressistes. Donc c'est ça qui se joue aussi, la montée des populistes, bien sûr en France, parce que vous doutez bien que quand vous êtes candidat, vous regardez les sondages, un peu chaque jour. Et quand vous regardez les sondages chaque jour, quand vous voyez à peu près 40% de ceux qui disent avoir une intention de vote qui voteraient tous les partis d'extrême droite, bon, ça interpelle. Ça interpelle. Et malheureusement, c'est aussi le cas dans d'autres États membres de l'Union européenne. Et donc, ils ont notamment surfé sur le pacte vert, mais aussi sur le pacte asile-immigration. Donc, on a adopté avant cette fin de mandat tout un ensemble de textes sur la question du pacte asile-immigration, avec nous une logique en se disant il faut une responsabilité de contrôle de nos frontières, il faut aussi une solidarité entre tous les États membres de l'Union européenne. Parce que là aussi, la montée des populistes, elle a lieu principalement en France, en Italie, dans le sud de l'Espagne, donc les pays qui, de prime abord, aussi sont confrontés à la question migratoire. D'où la nécessité de responsabilité et solidarité. Donc il y a ceux qui vous disent double, triple frontière, et ceux qui vous disent pas de frontière, etc. Donc voilà, ça c'est aussi au cœur de cette élection européenne, et on voit bien justement que l'échelon européen est un échelon important pour répondre à ces enjeux à la fois en termes de gestion, mais surtout en termes de... Vous quittez jamais votre pays par... quand vous êtes confronté à une guerre, quand vous êtes confronté au fait de ne pas pouvoir vous nourrir par plaisir. Pas par plaisir. Donc comment aussi on répond aux causes profondes, notamment en lien avec la question du changement climatique, parce qu'on sait bien, il ne faut pas se voiler la face non plus, que la question du changement climatique aura éminemment un impact également sur les flux migratoires, qui de toute façon, depuis, ont toujours existé, toujours eu des flux migratoires. Je ne veux pas être plus longue, parce que l'objectif, c'est vraiment de répondre à vos questions, mais vous dire que le mandat au Parlement européen est un mandat passionnant. Comme je vous le disais en introduction, moi, rien ne me prédestinait à devenir députée européenne.
J'y ai fait des très belles rencontres, parfois de collègues qui ne sont pas dans mes groupes politiques, de gens que j'apprécie qui sont pas dans mon groupe, mais avec lesquels on a cette ambition de dire que l'échelon européen est un échelon important. Donc c'est pour ça que j'étais heureuse de venir avec vous aujourd'hui pour échanger sur effectivement l'importance d'aller voter, parce que les décisions qu'on prend maintenant, c'est votre futur en fait qui est en train d'être dessiné. Est-ce que vous avez des questions? Vous voulez rebondir? Moi j'ai une question, c'est quoi les critères pour faire partie de l'Europe pour les pays? Ouais, les critères d'adhésion. Pour qu'un État puisse adhérer à l'Union européenne, déjà, il faut être une démocratie, premier des critères. Alors, c'est souvent, du coup, maintenant, la question qu'on a, oui, mais on a fait adhérer certains pays membres, certains États qui sont maintenant membres de l'Union européenne et qui sont plutôt des démocraties libérales. Type, bien évidemment, la Hongrie avec Viktor Orban. Il n'y a pas, par contre, de process. La sortie de l'Union européenne, c'est l'État membre qui le décide, type donc le Brexit. Donc, premier point, être une démocratie. Respecter, il y a tout un principe aussi de processus d'adhésion qu'on appelle, alors je ne vais pas rentrer trop dans la technique, vous voyez, le truc juridique, c'est la question de l'acquis communautaire. C'est-à-dire que pour entrer, vous devez quand même répondre à certains critères d'un point de vue économique, d'un point de vue juridique, d'un point de vue politique. Quand vous lancez un processus d'adhésion, il y a des chapitres. État de droit, liberté de la presse, indépendance de la justice. Après, il y a les critères économiques, taux de chômage, etc. Il y a vraiment tout un listing qui est évalué pour dire si oui ou non le pays peut justement rentrer dans l'Union européenne et respecte à la fois les engagements en termes de valeurs, justement, notamment sur les questions d'état de droit, et à la fois sur des points de vue économiques. Et là, vous le voyez bien, par exemple, dans cette campagne, quand on parle beaucoup d'Ukraine, tout le temps, on dit oui, vous êtes pour l'adhésion de l'Ukraine, donc vous allez mettre à mal nos agriculteurs sur la concurrence, etc. Il y a effectivement ces questions-là, parce que vous avez des divergences évidemment fortes sur les questions sociales, sur les questions fiscales, d'où un travail qui doit être mené s'il y a de futurs élargissements, à la fois dans les États qui ont l'envie d'adhérer à l'Union européenne, et à la fois pour l'Union européenne. Parce qu'à l'heure actuelle, on est 27 États membres. On ne fonctionne pas toujours très bien à 27. C'est compliqué de prendre des décisions. Plus vous êtes nombreux, plus c'est compliqué. Quand vous êtes sur des sujets et des questions où tout le monde est d'accord, genre dans un amphi, quand on vous propose de sortir 15 minutes plus tôt, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de débat et tout. Par contre, quand vous rentrez dans des détails un peu techniques alors je vous permets de sortir 10 minutes avant, mais alors la pause, on va la faire à tel moment, alors que vous voulez faire la pause à tel moment parce qu'il y a votre pop de promo qui a la pause à telle heure, et l'autre. Ouais. Quand vous rentrez dans de la technicité où chacun a ses intérêts, à l'unanimité, si vous prenez le point de vue de chaque personne, à un moment, vous ne pouvez plus prendre de décision. D'où la nécessité aussi que l'Union européenne elle-même se réforme pour sortir de l'unanimité. Donc c'est aussi la discussion et l'échange qu'on doit avoir avec tous les citoyens, quel véritable projet politique on veut avoir. Donc voilà, il y a des critères, pour revenir à cette question, il y a des critères d'un point de vue démocratie, économique, politique. Pas du tout de localisation. Si, il faut. Alors, il y a aussi la question, justement, appartenir géographiquement à l'Europe. Et ça, c'est pareil. Par exemple, certains peuvent considérer que, justement, admettons, la Géorgie n'a pas sa place en Europe. D'autres, à une époque, quand on a beaucoup parlé de la Turquie, certains disaient non, une partie de la Turquie n'est pas géographiquement dans l'Europe. Donc ça aussi, c'est des débats qui doivent avoir lieu avec les citoyens. À un moment, il faudra la poser, la question des frontières de l'Union européenne. À un moment, il faudra la poser. Parce que tant que vous ne la tranchez pas, là aussi, vous nourrissez un peu un imaginaire qui est instrumentalisé notamment par les populistes. Mais je pense que c'est des débats qu'il faut avoir en dehors des temps de campagne électorale, parce que en temps de campagne, instrumentalisation maximale, mais qu'il faut absolument avoir avec les citoyens. Et après, c'est comment aussi, à vos frontières, une fois que vous avez les délimiter, vous créez des zones de stabilité. C'est aussi pour ça que nous, on dit et que beaucoup disent
certains États, notamment quand vous échangez avec vos collègues des pays d'Europe centrale et orientale, ils n'ont pas la même vision des frontières que vous. Quand même on parlait de l'agression de l'Ukraine, quand on parle de la Russie, un Balte, il n'en parle pas de la même façon qu'un Français de la Russie. Ils vous le disent, enfin, moi mes collègues des pays baltes, ils me disent, mais vous avez tellement été naïfs vis-à-vis des Russes. Écoutez-nous davantage. Nous, on a vécu sous le joug soviétique. On a la frontière avec vous. Écoutez-nous. Donc cette question, oui, il faut se la poser et créer aussi des zones de stabilité, parce que sinon, vous avez à la fois la Russie, à la fois la Chine, qui est très présente et qui crée des zones d'instabilité. Est-ce qu'il y a une autre question? Si vous permettez, je m'assois. Moi, je voudrais savoir comment est-ce qu'on fait pour devenir député européen, ou en tout cas pour arriver sur une liste européenne et ensuite pouvoir prétendre à devenir parlementaire. Alors effectivement, les élections européennes, c'est une élection très particulière comparée à des autres élections. Donc c'est des élections, comme vous l'avez dit, ce sont des listes. C'est une élection à la proportionnelle à un tour. Donc c'est pour ça qu'on dit tout le temps, oui, il n'y a qu'un tour, c'est le 9 juin, parce que combien de fois, quand on va voir les gens, ils nous disent, oui, non, moi, le premier tour, j'irai voter le deuxième. Alors non, il y a une seule élection en France qui n'a qu'un seul tour, ce sont les élections européennes. Donc oui, ce sont des listes. Vous avez dû voir, il y a 37 listes qui sont proposées, donc vous avez une liberté de choix, une offre politique assez large, un spectre très varié et divers. Pour autant, pour être élu, pour qu'une liste ait des élus, il faut en France qu'elle fasse plus de 5%. Si une liste fait moins de 5%, elle n'a pas de député européen. Donc ça, c'est un élément important. Pour être, par contre, avant, positionné sur la liste. Donc les listes, généralement, sont mises en place par des partis politiques. Généralement, c'est des gens qui ont été impliqués dans des partis politiques et qui sont positionnés sur les listes. Alors, si moi, je vous donne mon expérience personnelle, en 2019, j'étais proche de la famille politique dans laquelle je suis, à savoir le mouvement démocrate, donc dans la majorité présidentielle. J'ai toujours, j'étais pas membre de ce parti, j'ai une histoire dans ce parti, mais j'en étais pas membre. Mais en 2019, on me met la numéro 3 de cette liste. Donc, j'ai passé des entretiens avec François Bayrou à l'époque, avec différents ministres. J'avais rencontré le président de la République, mais sans penser que j'allais devenir députée européenne. Généralement, c'est des gens qui sont impliqués dans les partis politiques. En France, on a eu tendance dans le passé à envoyer au Parlement européen un peu des recasés des autres suffrages. Ce qui fait qu'on n'a pas toujours eu une très très bonne image et une grosse influence, les Français, au Parlement européen. La logique allemande, par exemple, est très différente. Moi, j'ai des collègues allemands, mon président de commission allemand, Bernd Lange, c'est son 5e mandat. Je peux vous dire, il connaît tout par cœur. Il connaît tout le monde, il connaît tous les passages secrets dans les couloirs au Parlement européen, enfin tout. Pour le coup, il connaît toute la procédure, tous les process, parce que les Allemands ont vraiment fait le choix de se dire, un député européen va avoir une carrière de député européen, je ne le fais pas faire d'autres élections, il est au Parlement européen, il est à Bruxelles, il taffe pour Bruxelles. Il taffe pour les intérêts allemands. Nous, en France, voilà, c'est toujours été un peu plus compliqué. Je vous invite à regarder le détail de certaines listes, je ne vais pas les commenter, mais c'est assez révélateur de comment certains politiques considèrent l'échelon européen. Mais voilà, il faut être positionné par vos partis. Donc, pour ce qui nous concerne, nous, la majorité présidentielle, il y a plusieurs partis, donc il y a des batailles, il y a des négociations entre partis. Ce sont des listes paritaires. Donc il y a plusieurs listes qui sont menées par des femmes, et ça c'est une bonne chose. Au Parlement européen, il y a à peu près 40% de femmes. Il y a des collègues très très jeunes, comme il y a des collègues moins jeunes. Mais il y a une génération qui est en train de monter au Parlement européen, et ça c'est aussi plaisant à voir. Mais c'est votre parti qui fait le choix de vous investir sur la liste. Et donc plus vous êtes haut, plus vous avez de chances d'être élu, évidemment. Et après, il y a des candidatures qui sont sur des listes symboliques aussi en termes de soutien. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est que vous avez des vocations. Oui, un peu d'être. Ah.
Mais il faut, vous avez raison. Vous avez raison. Du coup, quand vous dites que c'est le parti qui choisit, c'est qui dans le parti qui choisit Là, en l'occurrence, alors moi je ne vais pas parler pour les autres partis, voilà, je vais parler en tout cas pour la majorité présidentielle, mais je suppose que c'est à peu près pareil dans les autres partis. Dans la majorité présidentielle, celui qui a fait la liste définitive, après le remonté de à la fois Édouard Philippe Oraison, à la fois François Bayrou pour le MoDem, à la fois Stéphane Séjourné pour Renaissance, c'est Emmanuel Macron, celui qui fait la liste définitive pour la majorité, c'est le président de la République. Donc il regarde effectivement la parité, les questions géographiques. Quand vous êtes une femme en Bretagne, pas trop de privilèges, que vous avez déjà été un mandat, que vous êtes président de la délégation, bon, là, c'est des choses qui fait que vous êtes en bonne position. Donc après, pour faire la liste, oui, c'est tous ces critères qui sont étudiés. Je suppose que la liste Les Républicains, Éric Ciotti, tous les chefs de parti, la tête de liste... Les socialistes et Place Publique, voilà, il y avait les négociations entre les deux partis, Olivier Faure, les autres. Après, vous, individuellement, vous leur démontrez que vous avez un poids politique, en quelque sorte, que vous êtes identifié, présent sur votre territoire, crédible. Et ils se disent, ah, c'est intéressant de la mettre, elle ou lui. Bonjour, moi j'aimerais vous demander votre avis sur une question que j'ai vu pas mal passer dernièrement. J'ai vu plusieurs tribunes qui parlent de démocratie française, européenne, bloquée, qui fait un peu écho aux 5% dont vous avez parlé. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des petites listes qui protestent contre ça. Et quand on se dit que 5% en France, c'est quand même plus de 2 millions de personnes qui votent, est-ce que cette question est légitime? Oui, moi je pense que c'est une question légitime, en tout cas, de se poser sur la vie démocratique et l'exercice de la démocratie dans notre pouvoir. Parce qu'on le voit bien, en plus, le modèle démocratique, notre modèle démocratique, même s'il n'est pas parfait, est attaqué. Quand Poutine attaque l'Ukraine, il attaque l'Ukraine bien sûr sur des questions de souveraineté territoriale, mais aussi parce qu'elle rêve d'un destin démocratique, européen et de liberté. Quand la Chine veut à la fois attaquer Taïwan ou nous attaque nous sur des questions d'ingérence, je ne parle même pas sur des questions économiques et commerciales, mais c'est un modèle démocratique qu'ils attaquent. Mais pour autant, il s'agit de se dire, ok, nous sommes des démocraties, mais comment on va au bout du processus démocratique? Parce que la démocratie, elle est aussi parfois un peu minée de l'intérieur. Et moi, je pense qu'effectivement, la question que vous évoquez, la question du pluralisme et de la représentativité, c'est une question fondamentale. Finalement, quand vous regardez les dernières élections législatives, les Français disent quoi? On veut une Assemblée nationale. Je ne parle pas après l'exercice du pouvoir à l'Assemblée nationale. Hein. Je parle du vote des Français au moment des législatives. Ils disent on veut plus de représentativité. Ils font le choix. C'est à nous de leur convaincre qu'il ne faut pas faire le choix du Rassemblement national avec des politiques publiques qui répondent à leurs enjeux. Mais je pense que la bipolarisation, en tout cas aussi telle qu'elle, par exemple, qu'elle est vécue aux États-Unis, c'est-à-dire en plus, finalement, plus vous bipolarisez, plus vous allez vers de la radicalité et des extrêmes. Je pense que clairement, c'est pas la solution. Moi, je sais que par exemple, j'ai fait un débat dans le cadre de ces élections européennes face à j'aime pas dire petite liste en plus, j'aime pas, parce qu'il n'y a pas de petites et grandes listes, il y a des listes, il y a que des têtes de liste, mais face effectivement à une liste qui ne passera pas les 5%. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on disait assez similaires, mais par contre, voilà, il y a 2-3 choses qu'elle disait, où elle voulait aller plus loin sur certains points, moins loin sur d'autres sujets, sur l'organisation notamment institutionnelle et tout. Moi, je trouve bien qu'il y ait cette liberté de choix. C'est vrai qu'on est plusieurs États membres à avoir mis ce seuil de 5%. Il y a d'autres États, notamment en Allemagne, c'est 3% de mémoire. Après, il y a d'autres scrutins. C'est-à-dire qu'on parle d'élections européennes, mais finalement, l'organisation du scrutin est très nationale. Dans d'autres États membres, vous avez un vote à la préférentielle. C'est-à-dire que vous avez des listes et vous pouvez barrer des noms. Et en fait, c'est aussi sur votre nom à vous que vous pouvez avoir plus de voix. Donc vous pouvez être, par exemple, 4e, mais finalement, par votre scrutin à la préférentielle, passer devant le 2e ou le 3e et être élu à leur place. Voilà. Donc, alors ça aussi, c'est un peu plus compliqué. Ça vous demande à vous, candidats, peut-être un peu plus d'engagement, un peu plus de frais aussi. Donc il y a une question aussi d'équité
dans la présentation des candidats. Donc, je pense que c'est des débats qu'il faut avoir, oui, pour faire vivre la démocratie. Et il y a beaucoup de choses, à mon avis, à améliorer. Mais moi, je pense qu'il faut plus mettre de proportionnel dans les autres scrutins, en tout cas. Là, les européennes, pour le coup, il y a, mais dans les autres scrutins, il faut y tendre davantage. Bonjour, je me demandais pour les débats et les argumentations entre les différents députés de chaque pays sur certains sujets, est-ce qu'il y a des pays qui ont un impact plus important sur les débats ou alors c'est vraiment à voix égale et c'est par rapport à l'argumentation qu'ils donnent qu'on donne notre avis sur le résultat, quoi. Bon, j'ai pour l'habitude de tenir un discours de vérité, donc je continue. J'aimerais vous répondre que c'est voix égale. Et il y a des moments où c'est ça. Quand vous êtes dans un groupe, quand vous êtes en commission, c'est ça. Mais soyons très honnêtes, quand un Allemand parle, ou un Français parle, ou un Italien, vous l'écoutez un peu plus que d'autres nationalités. Parce que déjà, en plus, vous êtes plus nombreux. Le nombre de députés européens est fonction de la... Là aussi, c'est des questions de proportionnalité. Plus vous avez d'habitants, plus vous avez de députés européens. Donc la nationalité qui a le plus de députés européens, ce sont les Allemands, puis les Français. D'où aussi la question de ces élections européennes, si malheureusement il y a 30 députés européens qui servent à rien, la voix française, de fait, elle baisse, quoi. Donc oui, quand vous êtes français de la majorité présidentielle, vous n'êtes pas écouté de la même façon qu'un Français d'un autre parti. Pourquoi ? Je dis pas qu'on est... Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je dis pas qu'on est meilleur. Hein. Je sais pas ce que j'ai dit, hein. Je n'ai pas cette présentation-là. Mais vous êtes dans la majorité. Donc ça veut dire que vous êtes dans votre État en responsabilité. Moi je vois, quand je me souviens, quand j'arrive au Parlement européen, des articles de Politico, qui est un peu le média qui suit tout ce qui se passe dans la bulle européenne et à Bruxelles, c'est même pas écrit Marie-Pierre Védrenne. C'est écrit la représentante d'Emmanuel Macron en commerce international. Je suis là, bon, d'accord, non, c'est Marie-Pierre Védrenne. Si je ne nie pas que je suis dans la majorité présidentielle, voilà. Mais ça c'est effectivement des choses extrêmement importantes. Je vous donne un exemple. Quand on arrive au Parlement européen, la coalition allemande a évolué. Avant, c'était la CDU et la CSU, donc les Allemands qui étaient à droite, qui étaient dans la coalition, avec la chancelière. Après, une nouvelle coalition, sociaux-démocrates, Verts et les FPD, qui sont les libéraux de mon groupe. La CDU et la CSU, ils n'ont plus le même comportement au Parlement européen. Ils ne sont plus en responsabilité. Il n'y a plus de corde de rappel. Donc oui, soyons très honnêtes, certaines voix pèsent plus, parce qu'aussi, elles sont perçues comme... il y a la question de la nationalité, il y a la question de la crédibilité. Il y a certains collègues, alors déjà, en plus, il y a certains collègues, vous savez, qui vont faire des monologues pendant 5-10 minutes et vous dites, bon, j'écoute la dernière minute et ça suffira. Bon, ça, c'est une caractéristique de certains responsables politiques. Quand ils commencent une phrase, je vais faire court, surtout ne le croyez pas, il ne fera pas court. Donc oui, la nationalité, la personne, ça compte. Ça compte. Moi, j'avais une autre question. Il y a eu, il n'y a pas si longtemps, d'arriver au cinéma le film Une affaire de principe. Et je voulais savoir si vous l'aviez vu et si, à votre avis, il représentait bien ce qui peut se passer au Parlement européen. Alors, je vous avoue, je n'ai pas vu. Et je vais être très honnête là aussi. Je ne vais plus au cinéma. Mon mari ne veut plus m'amener au cinéma parce que les dernières fois que j'y étais, je me suis à peu près endormie au bout de 5 minutes. Donc, non, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu le film. Je n'ai pas vu. Donc je veux bien que vous me disiez un peu ce qu'il raconte, parce que j'avoue, en ce moment, par les sondages, être sur le terrain, et tout, je vis un peu en vase clos, malheureusement, en ce moment. C'est un film qui retrace le scandale qui retrace le scandale des financements de la Commission européenne par les lobbies du tabac et l'affaire qu'il y a eu que José Bové avait révélée avec ses collaborateurs. Donc on y voit tout le dessous de l'affaire, les échanges et du coup une partie du fonctionnement
du Parlement européen et des enjeux qu'il peut y avoir dans le financement, dans l'intégrité des parlementaires aussi parfois, et des jeux de pouvoir qu'il y a à l'intérieur. Merci aussi de votre question, parce que je pense que là aussi c'est important pour votre question tout à l'heure sur la démocratie aussi, et au-delà du seuil 3%, mais pour recréer de la confiance aussi entre le responsable politique et les citoyens. Je pense que justement, il faut tenir un discours de vérité. Au Parlement européen, c'est un lieu d'influence, comme je vous disais, bien sûr, en interne et entre rapports de force entre députés, entre partis, entre groupes, entre nationalités, mais c'est aussi un lieu d'influence d'acteurs étatiques, parce que finalement, les meilleurs lobbyistes, ce sont les États membres et les États extérieurs, et d'entités économiques. En fait, quand vous êtes à Bruxelles, au Parlement européen, vous avez un condensé du monde entier. Vous êtes connecté au monde entier. Et donc oui, le lobby est très présent. C'est logique. Le rôle d'un député européen, c'est de faire la loi. Donc c'est des textes qui vont avoir un impact à la fois dans les États membres, sur les citoyens, dans la vie des entreprises. D'où le fait qu'il est normal que ces acteurs cherchent à vous influencer. Le sujet, c'est comment vous garantissez l'indépendance des responsables politiques, d'où le fait que les responsables politiques aussi ont une indemnité assez élevée. Voilà, soyons très, là aussi, honnêtes et transparents. L'indemnité des parlementaires, parce que beaucoup qui on demande souvent combien vous gagnez, etc. Donc je ne gagnais pas ça. Et en même temps, ce n'est pas un salaire, c'est une indemnité. Moi, à la base, comme je disais, rien ne me prédestinait à devenir députée européenne. Mon métier, c'est d'être juriste. C'est pas d'être. Mais j'ai fait le choix à un moment de me dire je mets ma carrière professionnelle entre parenthèses et je deviens responsable politique. D'où la nécessité de garantir votre indépendance. Moi, j'ai fait le choix au Parlement européen de rencontrer tout le monde, toutes les structures. Alors, il y a parfois souvent un débat, est-ce qu'une ONG fait du lobby ou non? Une ONG fait du lobby. Est-ce qu'une région fait du lobby? Oui, la région Bretagne fait du lobby. Elle défend les intérêts de la région Bretagne. Et elle a raison. Le président de la région, il est élu pour défendre les intérêts bretons. Etc. Donc tout le monde fait du lobby. Donc moi, j'ai fait le choix de rencontrer tout le monde. Après, je me suis mis des principes quand je rencontre tout le monde. Je ne rencontre jamais un lobbyiste seul. Allez. Il y a toujours un de mes collaborateurs qui est avec moi. Je suis dans la commission du commerce international et je travaille beaucoup avec Taïwan. Et moi, je suis pour renforcer les relations, notamment avec Taïwan, au-delà des questions de démocratie, etc., mais sur des questions économiques, approvisionnement semi-conducteurs, etc. Je passe les détails. J'étais à Taïwan dans le cadre d'une mission avec le Parlement européen. On revient, l'ambassadeur, qui a un statut un peu particulier, parce qu'il n'y a pas d'ambassade précise, etc., veut nous inviter à déjeuner les collègues qui étaient partis là-bas. J'ai cru que j'allais faire une erreur diplomatique. Je lui ai dit, je paye mon déjeuner. Il n'était pas très content. Parce qu'en plus, après, il y a les acteurs économiques, mais il y a aussi les relations diplomatiques. Lui, il l'a pris comme une offense. Je lui ai dit, non, moi, je veux payer mon déjeuner. Parce que c'est ce qui garantit aussi, quand je vous défends, et quand je dis que je veux renforcer les relations diplomatiques, que je ne sois pas entachée de « Ah oui, mais elle les défend parce que… » machin et tout. Voilà. Après, l'exercice du mandat et les règles que se fixent les uns et chaque parlementaire est très différent. Là aussi, tenir un discours de vérité, je suppose que vous avez entendu parler du Qatargate pendant ce mandat. Bon, bah ça, c'est… Voilà. Ça mine tout le travail que font d'autres parlementaires à côté pour justement lutter contre la corruption, parce que là, pour le coup, c'est même pas de l'influence, là, c'est de la corruption. Mais je ne vais pas le nier. Oui, il y a une place des lobbies qui est très forte. Mais après, c'est chaque député de mettre en place ses propres règles, plus c'est à l'institution Parlement européen de mettre en place des règles. Alors, il y avait déjà ce qu'on appelle un registre de transparence, des règles. Quand vous êtes rapporteur sur un texte, vous avez l'obligation de déclarer tous les rendez-vous que vous faites. Donc, si vous allez sur la page de chaque député européen, vous avez ses collaborateurs, ses commissions, etc. Puis vous avez écrit un petit onglet réunion. Donc, il y a écrit réunion passée. Donc, chaque député a l'obligation de déclarer ses réunions. Quand vous allez sur certaines pages, il n'y a rien. Mais vous devez le faire un minimum quand vous êtes rapporteur
c'est-à-dire vous avez la responsabilité d'un texte. Alors, moi, je sais que je déclare mes rendez-vous. Mais il faut qu'on continue à aller de l'avant dans cette réforme du Parlement européen. Je sais que nous, ce qu'on a proposé, on a été nombreux à le dire aussi, parce qu'on a la haute autorité en France pour la transparence et la vie publique, à avoir la même chose à l'échelle européenne. Ce qui n'est pas le cas dans tous les États membres, ça n'existe pas dans tous les États membres. Mais là aussi, il y a une culture politique qui est très différente d'un État à l'autre. Très, très différente. Donc, c'est variable. Mais il faut faire évoluer le Parlement européen dans les règles de transparence. Parce que si vous ne créez pas ces règles-là de bonne gestion de votre institution, alors vous pouvez arriver à des dérives telles que le Qatargate, et vous ne créez pas la confiance et le rapprochement entre les citoyens et l'institution. Et en plus, vous minez la légitimité du Parlement européen, qui est instrumentalisé par des puissances étrangères qui vous disent « Ah oui, mais ils sont pourris, etc. » Donc c'est ce que veulent absolument ceux qui veulent affaiblir la démocratie. Enfin, vous alimentez un cercle vicieux. Moi, je voulais savoir que vous nous expliquiez pourquoi dans votre programme Besoin d'Europe, vous avez proposé un pacte bleu pour protéger nos espaces maritimes, notamment pour s'opposer à toute exploitation minière des grands fonds marins. Alors que le 3 mai au Parlement européen, vous avez voté pour l'amendement qui propose d'amoindrir les normes internationales de protection de l'océan. Alors, effectivement, dans le programme, il y a cet engagement sur le pacte bleu qui a été notamment porté pendant ce mandat par une de nos collègues de délégation qui s'appelait Catherine Chabot, qui a fait le choix de pas continuer, qui a exercé un mandat, qui était une navigatrice, qui nous a beaucoup sensibilisés dans notre délégation sur le fait qu'on faisait notamment une erreur, peut-être justement à parler que du pacte vert, et à nous dire on doit parler du pacte vert et d'un pacte bleu, parce que si on veut gagner la bataille climatique, ça passe aussi par les océans. On a eu beaucoup de débats pendant ce mandat sur effectivement la question des aires marines protégées. On a estimé, et notamment sur des amendements, alors j'ai pas exactement l'amendement en tête, il faudrait que je regarde, parce qu'il y a beaucoup de textes et beaucoup d'amendements, à chaque fois il y a plein d'amendements. Il y a des amendements, effectivement, et j'assume tous mes votes. J'assume d'avoir rejeté certains amendements pour parfois, en fait, quand vous rejetez certains amendements, vous avez d'autres amendements qui passent derrière, et vous avez des amendements que vous devez souvent, au vu de votre question, estimer comme moins ambitieux, mais que nous, on estime c'est ceux-là qu'on va pouvoir atteindre. Comme quand on vote le texte sur les voitures thermiques 2035, il y en a qui voulaient 2030, il y en a qui voulaient 2040, nous, on fait le choix d'assumer 2035. Donc on se dit, c'est le bon curseur et c'est ce qu'on peut atteindre. Moi, ma question à chaque fois que je me pose, pour justement que ce soit les aires marines ou d'autres sujets, c'est est-ce que c'est une ambition qui est importante, qui nous permet d'atteindre l'objectif, mais je me pose aussi la question, est-ce qu'on se donne les moyens de l'arriver à atteindre? Parce que voter des choses qui finalement ne seront jamais mises en place, moi je trouve que c'est... Moi je ne veux pas fonctionner comme ça. Je ne veux pas m'acheter une bonne conscience en votant un truc en me disant ah ouais, il faut vraiment atteindre ça. Mais par contre, me dire que je n'ai pas créé les moyens pour atteindre l'objectif. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Du coup, il y a des amendements sur les aires marines protégées qui ont effectivement posé beaucoup de débats, beaucoup de questions, parce que certaines, notamment certaines associations, on a eu beaucoup de débats avec Bloom par exemple, nous ont accusés de ne pas aller assez loin dans toutes les interdictions dans les aires marines protégées. Par contre, sur les fonds miniers, ça, on a été très très clair sur le fait qu'on... voilà, pour nous, c'est un no-way. La France l'a redit dans des organisations internationales. Pour le coup, s'il y a bien un État qui, sur la scène internationale, fait cette logique-là et fait cette ambition-là et essaye de créer une coalition internationale, c'est la France. Alors que je pense que certains se disent quel gâchis, d'un point de vue là. Mais sauf que c'est pas... Non, on a raison, on a absolument raison, et on a raison de créer un leadership autour de cette position pour que personne ne le fasse. Mais dans les aires marines protégées, on n'a pas été, comme certains l'auraient aimé, sur des interdictions totales de certains types de pêche, de certains types de protection. Voilà, il y a des choses qu'on veut continuer à avoir dans des aires marines protégées à exercer. Par contre, il ne s'agit pas de pêche en eau profonde, etc. Il y a voilà, certaines choses, mais pas tout. Vous avez dit que vous votiez des objectifs. Si
si un objectif est voté à l'Europe, enfin à l'Union européenne, et que derrière il n'est pas atteint, quelles sont les conséquences pour les pays membres? Votre question me permet d'aborder aussi un autre point, parce qu'effectivement, souvent, il y a, et c'est parfois ce qui est reproché aussi à l'échelle française, c'est-à-dire que oui, on se fixe des objectifs à l'échelle de l'Union européenne. En fait, ça me permet il y a deux types de textes qu'on vote au Parlement européen, des textes législatifs. Je ne parle pas, il y a beaucoup de résolutions qu'on vote, etc. Il y a deux types de textes législatifs, simplement. Il y a des règlements, donc ils sont applicables de la même façon à tout le monde, à tous les États au même moment, type le règlement général sur la protection des données. Vous avez tous, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, la protection de vos données personnelles, etc. Ça s'applique le même jour, de la même façon à tous les États membres. Puis il y a des directives. Et donc une directive, vous fixez un objectif commun à l'échelle de l'Union européenne, et chaque État membre va dresser son propre parcours, son propre chemin pour y arriver. Et il n'est pas empêché pour un État de se fixer des objectifs plus ambitieux. C'est souvent, parfois, ce qu'a fait la France sur certains enjeux, où certains États sont des champions pour négocier quelques petites clauses d'exemption. Et donc là, la difficulté, c'est justement l'objectif que vous étiez fixé à l'échelle de l'Union européenne et qui est important d'atteindre à l'échelle de l'Union européenne. Finalement, il est amoindri par des positions des uns et des autres qui font que derrière, quand vous faites ça, vous alimentez souvent de la concurrence déloyale entre États membres et vous affaiblissez votre marché intérieur européen, qui est pour autant votre force sur la scène internationale. Ça, déjà, votre question me permet d'aborder ce point-là. Ensuite, quand les objectifs ne sont pas atteints et quand un État membre ne respecte pas ses engagements, notamment dans une directive, ce qui se passe, c'est des procédures juridiques qui sont lancées, où à la fois la Commission, le Parlement ou d'autres parties prenantes font des recours devant la Cour de justice, et donc l'institution juridictionnelle. Je ne parle pas de la Cour européenne des droits de l'homme, là c'est sur d'autres choses et sur d'autres points, c'est une autre organisation, mais font des recours devant la Cour de justice, qu'on appelle des recours en manquement, pour dire que vous avez manqué, vous n'avez pas atteint votre objectif, donc les États sont condamnés à la fois à des amendes, généralement c'est des amendes, et ils ont l'obligation d'avancer sur les directives, sur l'atteinte des objectifs. C'est le principal conséquence, on va dire, d'un point de vue juridique, juridictionnel, c'est le recours devant la Cour de justice. Et après, des négociations avec la Commission européenne et tout. Je voulais savoir comment ça fonctionnait, les commissions. Enfin, comment les gens étaient choisis, combien de temps ça durait. Alors, ça va être les batailles qu'on va avoir, là, justement, en plus, en arrivant au Parlement européen. Donc, vous êtes élu, ensuite, vous arrivez au Parlement européen dans un groupe politique. Donc, à l'heure actuelle, il y a 7 groupes politiques, donc ça va de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par la droite, le centre, les Verts, etc. Quand vous êtes dans votre groupe politique, donc vous avez des délégations nationales. La délégation française, la délégation allemande, la délégation bulgare, etc. Pour constituer un groupe politique, il faut au moins avoir 7 nationalités. Vous ne pouvez pas être un groupe politique en dessous d'un certain nombre de nationalités pour représenter en fait un certain nombre d'États membres. Quand vous êtes dans votre groupe, vous bataillez déjà dans votre délégation pour dire « moi je veux telle commission », etc. Vous avez 20 commissions. Environnement, pêche, agriculture, économie, femmes, la commission qu'on appelle liberté, donc les questions migratoires notamment ou état de droit, commerce international, emploi, affaires sociales. Vous avez, ça touche à tous les domaines. Donc dans votre délégation, déjà, vous échangez entre vous sur qui veut quoi. Et après, une fois que vous avez défini dans votre délégation qui faut quoi, il faut aller échanger avec les autres délégations du groupe, parce que vous avez un nombre limité de places par groupe politique dans chaque commission. Alors, si je vous prends mon exemple, en commission commerce international, quand j'arrive en 2019, Renew, notre groupe, n'a que 6 places titulaires, 6 places suppléantes. Donc déjà, vous menez la bataille dans votre délègue, en disant, non, moi j'étais numéro 3, je veux commerce, hein. Donc, plus vous êtes tôt dans la liste, vous avez le choix liste, et après vous bataillez dans votre groupe, et puis en plus je veux être la vice-présidente. Donc rapport de force. La politique, c'est aussi une question de rapport de force.
Et après, quand vous arrivez dans cette commission, donc vous travaillez avec les autres groupes politiques, on a nos réunions de commission. En fait, notre agenda au Parlement européen est très codifié. Les choses sont très codifiées au Parlement européen. Par exemple, quand vous rentrez dans une salle de commission, vous avez votre nom et vous n'allez pas vous asseoir où vous voulez. Vous êtes classé par groupe politique, par ordre alphabétique. Voilà. Dans l'hémicycle, c'est pareil. Vous êtes classé, il y a le président du groupe, les vice-présidents, les chefs de délègue, et après vous êtes classé par ordre alphabétique. Donc tout ça, ça peut changer en plus au fur et à mesure du mandat. Donc votre place est préétablie, vous prenez la parole quand le président vous donne, vous avez un temps limité pour prendre la parole. Généralement, vous parlez 2 à 3 minutes en commission pour interroger les gens qui viennent en commission, notamment la Commission européenne, des experts, etc. Donc c'est pour ça que je vous redis, que le travail, bien évidemment, se fait en commission, mais en fait, il se fait à côté des commissions. Il se fait quand vous avez la charge d'un texte et que vous allez négocier, que vous avez vos réunions de négociation. Il se fait dans des rendez-vous à côté avec la Commission européenne. Il y a tout ce parti-là qui est effectivement moins visible de votre part. Parce que autant nos commissions, autant nos sessions sont publiques, et c'est tout, hein, si vous voulez suivre la commission commerce international de 9h à midi, vous pouvez venir déjà au Parlement européen la suivre, vous pouvez la suivre en live stream, etc. Tout ça, c'est public, mais pas nos réunions de négociation. Et pour le coup, si je reviens à la question de la transparence, moi, je pense que par contre, ces réunions de négociation, elles ne doivent pas être publiques. Parce que je vous donne un exemple. Moi, j'étais rapporteur sur un texte sur les questions de coercition économique, notamment chantage économique de la Chine. Si ces réunions de négociation, elles sont publiques, la Chine, c'est tout ce qu'on dit. Et voilà, le sujet, elle contourne tout. Donc, par contre, il y a des temps de négociation qui, eux, ne doivent pas être publics. Pareil, quand on a des échanges sur certains sujets d'un point de vue défense, commercial pur, de certains intérêts, d'opérations de prédation, ça ne doit pas être sur la place publique. Après, il ne s'agit pas de ne pas rendre des comptes, hein. C'est pas la même chose. Mais voilà. Donc, du coup, nos réunions, si vous avez déjà été au Parlement européen, on organisera. Quand vous êtes au Parlement européen, en commission ou dans l'hémicycle, vous avez des petites cabines sur les côtés, des cabines de traducteurs. Donc généralement, chaque collègue s'exprime dans sa langue maternelle, ou à peu près, parce que vous avez donc en commission, vous avez 6 à 7 langues traduites en direct, et dans l'hémicycle, vous avez les 24 langues officielles. Et là, généralement, c'est voilà, vous avez votre temps de parole. Si vous dépassez, vous êtes coupé. Le travail, et c'est dans ce sens-là aussi, c'est intéressant d'être au Parlement européen, c'est qu'il y a tout ce travail d'influence à côté, dans les couloirs. Mais là, la bataille de l'atterrissage des commissions, elle se fait dans votre délai, dans votre groupe. Et après, le sujet, quand vous êtes au Parlement européen, c'est d'obtenir ce qu'on appelle des rapports, c'est-à-dire le texte législatif qui va devenir un futur règlement, une directive, etc. Et vous avez bien sûr les présidents de commission qui jouent un rôle clé, les chefs de délégation, et vous avez ce qu'on appelle les coordinateurs. Si je reprends mon exemple, donc on était 6 dans mon groupe politique en commission commerce international, vous avez une personne qui est donc le coordinateur qui est là pour coordonner vos positions, hein, comme son nom l'indique, et qui va être celui qui va échanger avec les autres coordinateurs des autres groupes politiques. Et quand il y a un texte qui arrive sur la table, vous bataillez pour dire hey, « c'est moi le meilleur, c'est moi qui dois l'avoir ». Et c'est le coordinateur qui prend la décision finale. Donc il a un rôle extrêmement important, il faut plutôt soit être coordinateur, soit bien s'entendre avec son coordinateur. Et si je reboucle avec la question qui était posée tout à l'heure sur votre question de les nationalités, quand on parle, etc. Alors, ça aussi, ça compte pour obtenir des futurs rapports. Vous dites, hey, ça c'est the top priorité, ton président il en a parlé avec le mien, je sais que tu veux l'attribuer à un tel, mais non, ce serait mieux de l'attribuer. Tout ça, ça joue aussi. Donc on arrive à la fin à peu près de cette conférence. Si vous avez 2, 3 je vais faire court dans la réponse. Dernières questions, et puis on va arrêter. J'ai une question davantage orientée sur votre programme en tant que tel. Pourquoi ne pas évoquer une seule fois la sobriété dans l'atteinte de la neutralité carbone dans le programme de votre liste? Notamment, il n'y a rien sur comment décroître le transport aérien, alors qu'il s'agit d'une recommandation du GIEC
non seulement pour respecter les accords de Paris, mais surtout pour assurer un avenir serein à la population. Est-ce que c'est bafouer la légitimité scientifique ou niez-vous le réalisme de leurs recherches? Pas du tout. Pas du tout la négation de leurs recherches. Pas du tout. Vous savez, je pense que il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de propositions, il y a beaucoup de choses que les uns et les autres, on aurait aimé voir figurer dans le programme. Beaucoup. Par exemple, on n'a pas du tout parlé d'élargissement dans le programme, on n'a pas du tout... À un moment, un programme, vous faites des choix. Et on a fait le choix cette fois-ci, contrairement d'ailleurs en 2019. 2019, on avait mis 79 propositions, à la symbolique, 79. Bon, là, on s'est dit, il va falloir faire court. Donc, on n'a pas mis ça. Oui, peut-être qu'on aurait dû mettre le mot sobriété. Oui, peut-être. D'ailleurs, je crois que Valérie l'a employé avant-hier, parce que j'écoute un peu toutes ces interviews, normal, l'a employé hier. Et on ne le redit pas, la question de la sobriété. Pour autant, je vais revenir sur la question de l'avion. Parce que c'est souvent une question que j'ai quand je rentre en Bretagne, notamment de par votre génération. Une fois, je me souviens toujours, il y avait un amphi, quoi, 250 jeunes à peu près, un peu plus. Ou d'ailleurs, c'était pas un jeune qui m'a posé la question, c'est la prof. Là, je me suis dit, tiens, le devoir de réserve n'existe pas partout. Elle me dit, Marie Védrenne, vous rentrez de Strasbourg, vous êtes rentrée en avion ou en train? Est-ce que vous faites comme Madame Borne ou Monsieur Macron, vous prenez l'avion? C'est ça, sa question. Puis après, bon, elle m'a fait un laïus pendant un quart d'heure anti-gouvernement. Je reste très calme, très souriante. Je rentre en train. Parce que je préfère prendre le train. Ou d'ailleurs, j'ai fait toujours des très belles rencontres au wagon-bar. Moi, je ne suis pas pour interdire l'avion. Je ne suis pas pour interdire l'avion. Moi, si je me suis engagée en politique, c'est pour qu'il y ait des futurs ingénieurs qui créent l'avion du futur qui émettent moins. Par contre, je pense que pour pouvoir faire en sorte que en Europe, on prenne d'abord le train plutôt que l'avion, c'est déjà comment on va développer le fret et comment on crée des billets d'avion des billets de train, pardon, qui soient plus accessibles que des billets d'avion. Parce que moi, je comprends un citoyen qui spontanément va regarder, je sais pas, Rennes-Marseille, qui va avoir un billet de train à je sais pas combien avec je sais pas combien de changements, versus un billet d'avion, et il se dit, 20 €. Moi, j'ai pas envie qu'ils soient empêchés d'aller à Marseille. Donc, je pense que oui, par contre, des vols intra-européens, et c'est pour ça qu'on a dit à l'inverse, il faut développer le pass-rail, et il faut investir dans le fret, etc. Mais par contre, je ne serai jamais pour un discours de dire stop à l'avion. Jamais. Vous m'entendrez jamais sur ce terrain-là. Non, mais je préfère le dire parce que là aussi, je l'ai dit tout à l'heure, moi, je tiens un discours de vérité et j'assume. Voilà. Moi, je préfère m'investir et créer les moyens qu'il y ait des futurs ingénieurs. Peut-être aussi parce que j'ai eu l'opportunité pendant ce moment-là de beaucoup travailler avec Airbus sur des questions de commerce international. Donc, je crois que j'ai visité à peu près tous leurs sites de production en France. Et je vois aussi le rôle, je ne parle même pas d'un point de vue économique, commercial, etc., gestion du territoire, des bassins d'emploi que ça représente à Toulouse, à Marseille, dans d'autres endroits. J'ai pas envie de dire que... Je pense que les Européens, si on met les moyens financiers suffisants, on doit être ceux qui inventent, parce qu'on est des innovateurs, parce qu'on est des créateurs, l'avion du futur. Et la sobriété passe notamment pas par le fait de rendre plus vert l'avion, mais aussi de décroître l'utilisation de l'avion. Je ne parlais pas forcément d'interdire, mais le fait de diminuer l'utilisation globale de l'avion, c'est impliqué dans la sobriété dont je parlais. Je suis d'accord avec vous, mais dans ces cas-là, il faut offrir réellement les alternatives. Moi, je ne suis pas, par contre, pour dire on décroît sans offrir des alternatives. Moi, je ne suis pas pour la décroissance, clairement. Je ne suis pas pour la décroissance. Et j'assume. Mais je pense que oui, il y a des alternatives à proposer qui nous permettent d'atteindre nos objectifs de neutralité carbone. Ouais, mais... Là, ça va bientôt être la fin. Je voulais rebondir sur... Moi, je veux bien. Bon. Après, j'ai une visio et là, un truc, mais je sais pas quelle heure on a quelque chose. Ouais, mais... Vous avez toujours pas parlé? Ouais, bon, on prend une dernière. Je commencerai ma vidéo dans la voiture. Là, vous dites que vous ne voulez pas
que l'avion, on ne l'interdit pas, ok, et qu'il faut trouver des solutions, notamment avec le train. Mais du coup, est-ce que vous avez proposé des mesures ou est-ce que, enfin, il y a quelque chose dans le programme du parti que vous avez à l'Union européenne ou des choses comme ça? Parce que du coup, je suis d'accord, si on propose un billet d'avion à 20 € au lieu d'un billet de train à 120, bah forcément, le choix, le consommateur, voilà. Mais et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre programme que vous allez proposer? C'est là aussi, et merci de vos questions, c'est là aussi un moment où il va falloir faire des vrais choix politiques et assumer de faire des vrais choix politiques. Dans le sens où, par exemple, si on ne veut pas d'avion, très bien, mais et si on ne veut pas d'avion et si on ne veut pas Lyon-Turin, et si on ne veut pas ci, et on ne veut pas ça, et on ne veut pas ça, à un moment, on veut quoi? Je dis pas vous, hein, attention, hein, vous là, prenez pas personnellement. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je vois avec des collègues, notamment écolos, avec qui vous voyez, avant qu'ils deviennent sénateurs, j'étais en commission avec Yannick Jadot. On avait souvent des Verts allemands avec qui je m'entends très bien. Pour le coup, je suis plus proche des Verts allemands que des Verts français. À un moment, il faut vraiment dire les choses, quoi. On ne peut pas vouloir tout interdire ou seulement dire bah, non, l'avion c'est catastrophique, mais quand on veut développer certaines lignes de train, y être opposé aussi. À un moment, on veut quoi? Voilà. Et moi, je dis que j'assume de dire qu'il faut développer effectivement certaines lignes pour à la fois travailler sur on a parlé plutôt de passe-rail, etc. Comme il y a le passe-rail français qui vient d'être mis en place, un passe-rail à l'échelle européenne, etc. Oui, c'est dans notre programme. Mais à un moment, par contre, faut que, quand on a des débats politiques, il faut aller au bout des débats politiques et des propositions et de la vision du monde qu'on veut proposer. Moi, si des gens veulent proposer la décroissance, ok, nos problèmes. C'est leur vision, respect, ok. Mais par contre, il ne faut pas mentir, quoi. Moi, c'était plus pour... Pardon, du coup, allez-y. Oui, dans le programme, il y a des éléments sur... il y a tout, en fait, ce qu'on dit, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, pendant ce mandat, on a beaucoup régulé. On a fixé des objectifs, notamment sur les questions de mobilité, sur les questions de transport, sur les questions énergétiques. Le premier pôle, notamment sur les questions de lutte contre le dérèglement climatique, c'est comment on sort des énergies fossiles. Comment aussi on accompagne les Polonais à ne plus être sur des centrales à charbon. Comment aussi on a un discours en Allemagne qui dit « Ok, il faut sortir du gaz, il ne faut pas du nucléaire, mais du coup, on reveut du charbon. » Comment aussi on travaille véritablement à une Union européenne de l'énergie. Je ne parle pas seulement de la réforme du marché de l'électricité sur l'alignement du prix du gros, etc. Donc, nous, on dit il va falloir investir sur les questions énergétiques et sur les questions de mobilité, avec effectivement, notamment l'avion du futur, avec certains éléments sur les voies, sur le rail, etc., sur l'automobile. C'est pour ça que notamment on a tous assumé de voter le texte sur la fin des voitures thermiques, la fin de vente de nouveaux véhicules thermiques à horizon 2035. Pour autant, il ne s'agit pas de dire, parce que juste je fais une petite digression, parce que dans ce débat politique-là, il ne s'agit pas de dire qu'on va passer du tout électrique en 2035. Voilà. Je veux juste aussi que ce soit bien clair, parce que là aussi, il y a beaucoup d'instrumentalisation qui est faite. Bon, ben, on va devoir clôturer la session de questions. Merci à vous, en tout cas. J'étais un peu crispé au moment des questions politiques, parce que normalement, on a répondu à une invitation de Cap Trotteur, et quelles que soient les interventions scolaires, même hors cadre de campagne, on ne parle pas de programmation politique. C'est pour ça que j'étais un peu crispé. Alors, je ne mets pas fin à l'échange. Non, ça, en fait, là, du fait que j'ai une réunion à 14h, je rebondis sur ce que dit Jérémy. Moi, il n'y a aucun problème pour être interrogé sur les aspects politiques, et évidemment, bien au contraire, je ne me serais pas présentée en politique si je n'assume pas mes positions. Mais c'est vrai que je ne veux pas qu'il y ait de quiproquo, à la fois vis-à-vis de la structure qui l'organise, à la fois vis-à-vis de l'établissement. Moi, je ne suis pas venue là pour vous convaincre de voter pour nous. C'était pas mon œuvre, quoi.
l'enjeu d'aujourd'hui, moi, quand vous m'avez contacté sur les réseaux sociaux, c'était d'expliciter la réalité du Parlement européen, parce que j'estime qu'il est important que vous alliez voter. Mais voilà, qu'il y ait des questions après et qu'il y ait des débats, au contraire, moi j'adore ça. Mais effectivement, je ne veux pas qu'il y ait de problème vis-à-vis de l'établissement et vis-à-vis de l'association ou que vous pensiez. Je les ai rencontrés ce matin, je ne les connaissais pas. Je ne sais pas pour qui ils votent. Voilà. Mais voilà, je pense que c'est important de le dire et de le repréciser. Voilà. Néanmoins, il y a des temps à l'extérieur. Ah oui, avec plaisir pour échanger, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bien, merci beaucoup d'être venu, malgré le temps des partiels. Ouais, bon courage à vous. Voilà, de votre participation, de vos questions, de cet échange très enrichissant. Merci à vous, Mme Vedren. Mais après les élections, avec plaisir pour pouvoir débattre politique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir. Oui, aussi, ouais, voilà. Vous êtes tous invités. Et puis merci d'avoir accepté. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bon courage pour la suite. N'oubliez pas de voter, hein, c'est important. Votez.